C'est la régie qui gère la l'opération. Mais, C'est un peu long et que. Oui. Bien. Oui, c'est ça. Alors, nous allons reprendre le cours de nos travaux, si vous le voulez bien, en espérant être à la hauteur des excellentes tables rondes de ce matin, mais je n'en doute pas. L'IHEPES m'a chargé d'animer cette table ronde, ce que je fais bien volontiers. Et donc, nous avons l'honneur d'avoir avec nous donc Philippe Pochet, qui est directeur général de l'Institut syndical européen et professeur à l'Université catholique de Louvain.
et Mireille Elbaum qu'on ne présente pas. Alors, devait y avoir aussi dans cette table ronde Alexandre Berthe, qui est un chercheur qui réalise une recherche dans le cadre d'une commande EN3S, Caisse nationale de sécurité sociale. Malheureusement, il a un souci de santé, il ne peut pas être parmi nous, et donc je me chargerai d'évoquer un peu cette recherche et peut-être d'ailleurs peut-être plus aussi la commande et le pourquoi de la recherche et où on en est avec les chercheurs. Enfin, j'avoue que je ne me sens pas évidemment, c'est pas à moi de présenter la recherche elle-même, mais un petit peu quand même cet objet. Je me permets de dire aussi, donc, en tant que N3S, donc, qui, comme vous savez, porte l'IHEPS, ces sujets-là nous interpellent évidemment beaucoup, les sujets qui sont aujourd'hui l'objet de ce séminaire. Donc on a commandité cette recherche, mais nous faisons aussi travailler les élèves de l'EN3R sur ce qu'on appelle des recherches-actions sur divers thèmes ayant trait à ces sujets-là. Et voilà, nous allons poursuivre en lien avec la direction de la sécurité sociale et en lien avec les caisses nationales de sécurité sociale, bien sûr, sur ces questions. Alors justement, cet après-midi, nous entrons dans vraiment les sujets des politiques de protection sociale mises en question avec ces questions environnementales. Et c'est vraiment le thème de cette première table ronde de l'après-midi. Donc je vais céder la parole à Philippe Pochet, ensuite Mireille, qui a va vous présenter ce qui est une réflexion assez approfondie qu'elle a menée. Alors, je ne sais pas s'il a été diffusé, mais il y a un article en fait aussi, elle vous en parlera enfin derrière cette réflexion, qui essaye de bien appréhender, enfin qui est un article évidemment très, très utile et très intéressant. Donc j'évoquerai la recherche menée avec Alexandre Berthe. Et puis il y a une intervention in fine qui n'est pas en présentiel, mais on souhaitait aussi aborder un peu les questions, comment à l'international, ces sujets de politique de protection sociale sont interpellés par les sujets environnementaux, et notamment dans les pays du Sud. Et nous avons sollicité l'OIT, puisque vous savez que c'est au sein de l'OIT qu'il y a ces réflexions autour des questions de sécurité sociale internationale. Et c'est Jean-Louis Lambeau, qui a fait un rapport sur le sujet, qui viendra faire un petit témoignage en visio. Voilà. Philippe Pochet, je vous cède tout de suite la parole. Vous m'entendez? OK. Tout d'abord, grand merci pour l'invitation. J'ai été invité à plusieurs reprises pour participer au cycle, aux fins de cycle. Et s'il y a quelques personnes des cycles précédents, ils se souviendront que j'avais à chaque fois plaidé pour que vous adressiez de façon beaucoup plus systématique la question du changement climatique. Et donc, je ne peux que me réjouir qu'on ait une journée ensemble pour discuter de ce thème et une matinée déjà extrêmement riche. Et mon intervention va un peu rebondir sur les premières interventions de ce matin en rajoutant la question de la protection sociale à une série d'éléments que vous avez déjà eus et qui sont aussi largement partagés. Mais je voudrais commencer par une réflexion. Nous sommes en 2022 et c'est un des premiers colloques en France qui adresse frontalement cette question. Donc la vraie question, c'est pourquoi cette question n'a pas été adressée en 2000 ? Pourquoi est-ce que nous avons 20 ans de retard pour adresser une question aussi évidente ? Pourquoi est-ce qu'on a 20 ans de retard ? Non seulement 20 ans de retard pour l'adresser, mais aussi peu de matériel jusqu'à très récemment. Et vous avez le formidable article dont Mireille va parler, mais je veux dire, ça bouge, mais ça bouge beaucoup trop tard. Ça bouge beaucoup trop tard. Comment se fait-il intellectuellement que deux grands problèmes, le changement climatique d'un côté, dans lequel on connaît les paramètres fondamentaux, grosso modo, depuis 40 ans, ça fait 40 ans qu'on connaît les paramètres fondamentaux, et la protection sociale qui, dans tous les pays, sont entre 25 à 30% du PIB, c'est-à-dire est un instrument qui assure, et je reviendrai là-dessus, contre des risques, et le changement climatique est un risque, comment ces deux grands sujets ne se sont pas retrouvés 20 ans plus tôt.
Et je pense qu'ici, nous sommes dans une situation d'urgence intellectuelle, et le colloque est pour ça est extrêmement important, mais le temps qui est donné pour essayer de réfléchir et de prendre des décisions est extrêmement court. Et toutes les courbes que vous voyez à n'importe quel graphe, à chaque fois on vous dit c'est la dernière année, puis on rajoute 2-3 années, mais n'importe quel graphe vous dit on a augmenté, mais tout d'un coup on doit faire une sorte de plongeon énorme. Et ça, c'est vraiment un challenge intellectuel, un challenge de politique publique, un challenge de mettre des communautés qui ne se parlent pas ensemble, mais pas simplement de faire une réflexion lente, mais aussi de faire une action rapide. Et je vais donner 2 exemples qui ont été donnés par Xavier pour essayer d'illustrer pourquoi on est dans une situation relativement critique, et puis je reviendrai sur le cœur du sujet. Il nous a dit fondamentalement, si on reprend la commission, il y a différents domaines qui doivent être pris en compte quand on parle de réduction des émissions. On doit parler des transports, on doit parler du logement et on doit parler de la nourriture. Donc, je vais parler de 2 des 3 et pour voir où on en est. Le logement. Vous aviez eu un plan Sarkozy, si je me souviens bien, d'avoir 400 000 logements qui devaient être rénovés radicalement, et il y a eu 100 000 qui ont été faits. Dans tous les pays, c'est la même chose. Nous avons un sujet extrêmement simple. Extrêmement simple. Je veux dire, les logements doivent être rénovés. On connaît les techniques. Il n'y a rien de neuf. Un peu les pompes à chaleur maintenant qui se rajoutent dans l'arsenal des techniques possibles. On sait grosso modo qu'on a un retour sur investissement entre 5 et 10 ans, donc ce n'est pas des longs termes d'investissement. On sait que ça crée de l'emploi, on sait que ça pourrait créer de l'emploi relativement bien payé dans la construction si c'est surveillé, et il n'y a rien qui se passe. Donc vous avez quelque chose qui est le plus facile à faire, des logements qui seraient isolés, et ça ne marche pas. Donc je veux dire, on est là dans une situation quand même un peu paradoxale. Deuxième élément, tout le monde dit c'est fantastique l'automobile. Okay, mais l'automobile, si on regarde maintenant les derniers chiffres sur l'automobile, qu'est-ce qui se passe? On vend un peu plus de grosses voitures électriques avec des batteries d'une demi-tonne. Malheureusement, on vend aussi beaucoup plus de SUV, les grosses voitures de 2 tonnes qui consomment plus. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce qu'on a pris des normes qui valorisaient les grosses voitures pour réduire le CO2, et donc tous les producteurs se sont mis sur les grosses voitures. On a dans le même temps une interdiction dans plus en plus de villes, dont Bruxelles, d'avoir des véhicules à diesel dont la valeur diminue radicalement. Donc on a dans le domaine du transport, où tout le monde dit on devrait avoir une transition juste, on a la transition la plus injuste. On fait des gros véhicules qui n'ont aucun sens, des SUV, juste parce que les normes étaient erronées. On fait des grosses voitures électriques, tandis qu'on devrait faire des petites voitures électriques qui ne servent qu'aux classes les plus riches. Volkswagen vend la moitié de ses voitures, mais fait un bénéfice de 9%. Les petites voitures, 3%, fait plus de bénéfices en vendant la moitié de ces voitures qui ne sont absolument pas accessibles à la classe moyenne inférieure et en dessous. Et dans le même temps, on force les gens qui ont des vieux diesels de les vendre et donc d'avoir une valeur ajoutée. Donc je prends 2 domaines. Un, c'est facile à faire, on ne fait rien. L'autre, on dit qu'on va faire une transition juste, on fait la transition la plus injuste. Si vous êtes intéressé, il y a juste un papier qui sort aujourd'hui, qui est sur notre site en anglais, de Pardy, qui est président du GERPISA à Paris, qui montre clairement les erreurs en termes Donc, ce que je veux dire ici, quand on va penser sur la protection sociale, c'est-à-dire dans d'autres domaines où on pense que c'est facile, on s'aperçoit que, un, ça ne se passe pas, l'autre, on va exactement dans la mauvaise direction. Alors, qu'est-ce que pourraient être les éléments importants en matière de protection sociale? Je pense qu'il faut revenir et il faut avoir une sorte d'esprit ouvert sur quels peuvent être les scénarios. Et je pense que c'était important ce matin. Tout le monde a dit qu'il y a des scénarios, mais il faut être ouvert sur les différents scénarios. On n'a pas un scénario. On a différents scénarios et différents mix. Et vous avez eu la chance d'avoir l'ADEME qui a fait un exercice de mettre 4 scénarios. On peut toujours
discuter, mais c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça nous permet de structurer le débat, structurer la pensée. Depuis le techno-optimisme, et ça existe toujours, on va résoudre le problème par des technologies qui n'existent pas mais qui vont arriver miraculeusement en 2030 et qui vont fonctionner, ou on doit changer radicalement de comportement dont on sait que c'est extrêmement difficile parce qu'un des points qui doit être quand même souligné, j'ai fait sciences politiques, mais c'est la même chose pour la sociologie, c'est une société se change lentement, sauf si vous voulez une dictature. Mais si vous n'avez pas une dictature, une société se change lentement. C'est des compromis longs, c'est des délibérations longues. Donc, je veux dire, changer des comportements, de dire il faut arrêter de manger de la viande, on peut mettre un impératif, ça ne va pas faire que les gens vont arrêter de manger de la viande. Sauf si on leur a interdit de manger la viande, il n'y a plus de viande dans les magasins. Mais ça, on est dans une situation non démocratique. Donc, il y a des scénarios intermédiaires, mais grosso modo, qu'est-ce que dit l'ADEME? Nous avons deux grands éléments à prendre en compte, à mesurer et à faire fonctionner ensemble. Un est la technologie et l'autre est le changement de comportement individuel et collectif. On n'a pas le temps ici de développer, ce n'est pas la même chose le changement individuel que collectif, mais ça nécessite des institutions, ça nécessite du temps. Alors, si on prend ça comme hypothèse, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur la protection sociale? Donc, si on dit qu'on peut finalement essentiellement changer par des changements technologiques, personne ne dit uniquement, mais essentiellement changer par des changements technologiques, c'est ce que j'appelle, nous avons des embouteillages en voiture électrique. Okay? On a changé la technologie, on a une voiture électrique, on n'a pas changé la société, on a toujours des embouteillages. Ça n'a pas changé. Qu'est-ce que nous dit finalement une approche en termes de protection sociale? Je pense que si on regarde de cette façon-là, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Ce n'est pas très compliqué. Pourquoi? Parce que la protection sociale, finalement, est une façon d'assurer un risque. On a un nouveau risque, on peut dire, mais voilà comment la protection sociale assure un nouveau risque. Et on peut la discuter, de dire, est-ce qu'on fait une nouvelle branche de protection sociale qui s'appelle risque climatique, ou est-ce qu'on regarde dans toutes les branches de la protection sociale, comment est-ce qu'on peut les faire évoluer pour tenir en compte le risque climatique. Je veux dire, c'est ce qui s'est passé en fait au niveau européen. Il y a un fonds de globalisation. Moi, j'ai toujours dit, ce fonds sur la globalisation, c'est les entreprises qui devaient fermer parce qu'il y avait une concurrence, il y avait au moins 500 personnes qui étaient licenciées. J'ai toujours dit, ça, c'est la première tentative d'avoir une protection sociale au niveau européen, parce qu'il y a un nouveau risque, la globalisation, et il y a une sorte d'assurance, une assurance d'être formé. C'était un montant ridicule, ça n'allait pas changer, mais intellectuellement, c'était une forme de sécurité sociale européenne tout à fait propre, ça existe toujours, donc l'argument vaut. Donc, si on voit ça, je dirais, il n'y a pas grand problème. Il n'y a pas grand problème, sauf qu'il faut tenir en compte, néanmoins, l'ampleur des changements. Tout le monde se concentre en disant qu'il faudra des moyens, par exemple, sur les restructurations liées au charbon. Mon argument, c'est les mines et le charbon, en termes d'emploi, ça n'intéresse personne. Et il y a 400 000 emplois, c'est l'erreur statistique qu'on a au niveau européen quand on calcule le taux d'emploi. Donc personne ne s'occupe d'une erreur statistique. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt. 400 000 personnes, on s'est payé. Si c'était ça le problème, ce serait quelque chose qu'on peut résoudre. C'est effectivement, même si on va, je dirais l'autre alternative après, à changer le mode de locomotion et d'avoir des voitures électriques, ça aura plus d'impact en termes d'emploi dans le secteur automobile que dans le secteur du charbon. Donc, ça a plus d'impact que ce qu'on veut bien dire, mais grosso modo, c'est maîtrisable avec les instruments intellectuels de la protection sociale telle qu'elle a été conçue, c'est-à-dire assurer des revenus, assurer un statut. Je parle de la protection sociale de type bismarckien qu'on a en Belgique ou en France. Et c'est finalement une question de technicien, je dirais. J'exagère, mais c'est une question de technicien de se mettre d'accord sur des modalités. Maintenant,
allons sur une hypothèse un peu plus radicale, et là on tombe dans un trou, d'une certaine façon, c'est que ça ne suffit pas. Il y a un débat académique, un débat politique, mais surtout un débat scientifique. Qu'est-ce qui suffit? Est-ce que la technologie suffit ou ne suffit pas? C'était aussi dit, sans doute ne suffit pas complètement, mais peut-être qu'il faut des changements beaucoup plus radicaux, et donc on change l'idée, on ne fait plus des embouteillages en voiture électrique, on change notre mode de mobilité radicalement. On prend moins l'avion, on fait du vélo, de façon sérieuse, on fait du partage de véhicules, etc. Ça change complètement. Dans un cas, il y a peut-être 300 000 emplois dans l'industrie automobile qui sont perdus. Si on change radicalement la façon de se déplacer, peut-être qu'il y a 2 millions d'emplois qui seront changés. Donc on est dans une perspective beaucoup plus radicale en disant, si on veut atteindre non pas 1,5, parce que grosso modo c'est hors de portée, 2 degrés en moyenne d'augmentation, et je veux dire, on doit faire des changements plus radicaux. On doit, d'une certaine façon, aller dans une société qui va décroître ou dans laquelle ce sera post-gros. Alors c'est très difficile parce qu'évidemment, il y a une sorte de contradiction en disant qu'on doit investir massivement et qu'on va décroître. On décroît dans certains éléments, mais la question est qu'on ne garde pas, je dirais, le point est qu'on ne garde pas le même type de société. On rentre dans un nouveau paradigme. On rentre dans un nouveau paradigme dans lequel, tout d'un coup, la sécurité sociale, la protection sociale doit être repensée. Parce que dans la protection sociale a été pensée au point de vue macroéconomique comme un élément qui va favoriser la croissance, qui va favoriser les revenus. Donc, il n'a pas été pensé dans quelque chose qui devait être une des institutions qui devait contribuer à une certaine post-croissance. Ce n'est pas comme ça qu'elle était prévue. Donc, comment est-ce qu'on va réfléchir la protection sociale de cette manière-là? Et là, on arrive à un problème, c'est qu'il y a très peu de littérature. Il y a un peu de littérature, je vais en donner quelques exemples, mais on n'est pas très avancé. Et je pense que c'est important d'y réfléchir, parce qu'on a 2 scénarios, et on ne peut pas dire il y a 2 scénarios, il y en a un qu'on n'aime pas parce qu'on ne pense pas qu'on va être décroissant et ça ne va pas marcher. Les scénarios, on les teste et on dit, si on a ça, qu'est-ce qui se passe? C'est la base du scénario. Mais si on a ça, qu'on doit réfléchir la protection sociale, ce qu'on a eu comme très bon exemple ce matin sur les soins de santé, où on voit déjà qu'il y a une tension, on n'a plus le voile de l'ignorance ni dans le chômage, ni dans la santé. Il y a des comportements, il y a des formes d'avoir un certain niveau d'éducation qui vont faire que les risques vont être différents. Donc la partie voile de l'ignorance est partie qui était la base de la protection sociale. On traite tout le monde de la même façon et on ne s'occupe pas de problèmes individuels. Là, on arrive avec comment est-ce qu'on change des comportements? Comment, en matière de santé, c'est tout à fait typique, on va changer des comportements pour le mieux ou pour le pire. Mais ça pose une question, c'est-à-dire, est-ce que la protection sociale est un instrument pour changer des comportements? Jusqu'où accepterons d'avoir une protection sociale qui nous pousse, par des manières contraignantes, à faire régime, à marcher 10 000 pas, à manger non seulement pas de viande, mais pas trop de riz parce qu'il y a du méthane avec le riz, toute une série d'éléments. Vous dites, vous devez faire du vélo parce que c'est bon pour votre santé. Et si vous n'avez pas fait du vélo, c'est que votre santé n'est pas bonne, mais c'est votre faute. Donc on arrive à quelque chose qu'on a eu sur la protection sociale, sur les questions d'emploi, où on avait le workfare, vous devez changer, vous avez des allocations chômage, vous devez travailler, on doit changer votre comportement. Ça pourrait être quelque chose qui aide, ça veut dire qui aide une transition en vous aidant à changer vos comportements. Mais c'est quelque chose de différent. Alors, on peut aller loin, mais ça marche pour la santé. Qu'est-ce qu'on fait des pensions? Là, personne ne sait. Les gens, au mieux, parlent des fonds de pension qui devraient être dirigés, que les entreprises investissent dans des biens qui soient verts, avec des processus qui soient verts. Mais comment est-ce qu'on finance des pensions? Pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour le moment dans le débat? Il y a finalement quelques idées simples, mais qui ne résolvent pas la question de qu'est-ce qui se passe si on doit aller dans une perspective de décroissance ou post-croissance. Il y a
le fameux revenu universel de base, dans lequel on connaît tous les paramètres pour ou contre, et c'est un débat qui n'a pas fini. On a un débat qui a émergé surtout au Royaume-Uni, de dire qu'on va fournir des services publics de base, des services donc transport, logement, mais ça touche la sécurité sociale de façon relativement marginale. On a une protection sociale, et je vais terminer, on a une protection sociale dans laquelle, c'est une proposition française, quelqu'un qui a fait sa thèse de doctorat, on change des comportements individuels si vous décidez de faire un projet écologique, finalement, de décroissance personnelle ou de choix de vie, bien, vous avez un revenu de base qui permet de limiter le coût et sans doute de donner plus de ressources. Ceci dit, ça pose la question jusqu'où on définit, et de nouveau, la normalité, c'est quoi un projet écologique? Est-ce que le care, c'est écologique? Ce qui est une question que les féministes ont évidemment posée, où on vous donne des vouchers. Donc, on est dans cet élément-là, avec un élément aussi que personne n'a encore vraiment bouclé, c'est-à-dire que si on fait ce processus-là, en termes d'inégalité de compensation, quels sont les effets sur les émissions? Parce que, je veux dire, maintenant, on dit on va changer les comportements par des taxes, des régulations, on peut mettre des vouchers. Mais est-ce que les trois éléments ont des effets différentiels sur les émissions que vous allez recevoir, parce que vous allez recevoir des choses assez différentes en termes de possibilités de consommation. Donc, je terminerai l'intervention. Je pense qu'ici, on est vraiment, et ce colloque est vraiment important, à une sorte de point. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent sur qu'est-ce qu'on fait dans une situation normale, ça veut dire finalement comment est-ce qu'on récupère avec ce qu'on sait. Mais je pense, et c'est ça que je plaide, on doit faire beaucoup plus d'efforts intellectuels, de dire qu'est-ce qu'on fait dans une situation dans laquelle on devrait faire des changements beaucoup plus radicaux et en quoi la protection sociale peut être un instrument d'accompagnement et quels sont les risques par rapport à la philosophie de la protection sociale telle qu'elle a été construite pour la plupart des pays en solidarité après la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup. Merci bien de cette incitation donc, à une réflexion sur les concepts mêmes de protection sociale et donc à un vrai effort intellectuel pour penser les concepts et les philosophies de protection sociale à l'enjeu de la transition environnementale. Alors, je crois que c'est la transition, dont, effectivement, par rapport à ce que va présenter Mireille, puisque je crois que Mireille, justement, c'est une sorte de réflexion sur les différentes questions posées sur aujourd'hui en termes de politique de protection sociale et transition environnementale. Et je te laisse la parole, Mireille, sur cette présentation. Merci, Dominique. Merci Dominique. Alors effectivement, la question que je me suis posée dans ce papier qui va être mis à disposition dès demain sur le site de l'OFCE en working paper et puis qui va être publié dans la revue de droit sanitaire et social en décembre et janvier pour atteindre un peu des canaux de diffusion différents. C'est sans doute moins une réflexion vraiment radicale telle que Philippe l'appelle de ses voeux qu'une réflexion sur la base des dispositifs que nous avons pour être un peu moins théorique sur ce que peut faire la protection sociale en se disant mais à quoi servent-ils et comment sont-ils mobilisables et aussi quels sont leurs points faibles. Alors mon point de départ est plutôt un scénario en matière des scénarios d'ailleurs parce que finalement les 4 scénarios de l'ADEME dont parlait Philippe, c'est ce que disait aussi Xavier ce matin, en termes de PIB et de croissance, a priori, il n'y a pas de catastrophe. Alors, bien évidemment, le PIB, on l'a critiqué, etc. Didier Blanchet l'a défendu. Une autre défense, et ce n'est pas Dominique qui va me contredire, c'est que toutes les ressources de la protection sociale croissent sur longue période, comme le PIB, et ce, quelles qu'elles soient, et les changements d'assiette, ils sont de second ordre.
Donc, quels que soient les enrichissements, et Dieu sait que je les appelle de mes voeux, au financement de la protection sociale, c'est quand même une boussole absolument indispensable pour savoir ce qu'on va pouvoir faire. Et de ce point de vue-là, et même si on peut les critiquer, Pisani et Selma Mahfouz ont un peu fait, on attend, mais néanmoins, les scénarios qui sont sur la table, y compris ceux publiés par Daniel et Nathalie à l'étui, ne disent pas que c'est ingérable, donc on peut partir sur cette base-là, en y ajoutant par contre le fait que, comme on l'avait imaginé à un moment, on pourrait peut-être se servir de la fiscalité écologique qui est, à l'aune de ce ministère, la même chose que la fiscalité sur les boissons alcoolisées, les tabacs, une taxe pigouvienne. Par contre, il n'en est pas question, dans la mesure où, d'une part, cette trajectoire à l'issue de nos crises va sans doute pas être reprise concernant la fiscalité écologique, et que, d'autre part, celle-ci, pour être acceptable, doit être complètement recyclée à des compensations pour des ménages modestes et des aides à l'investissement pour les ménages qui n'ont pas de marge de choix. Donc on part de cette situation-là, et du coup, moi, je me suis surtout intéressée aux couvertures de la protection sociale au sens large, en y adjoignant les dispositifs d'assurance privée qui sont fortement couplés avec des mécanismes de solidarité publique. Et dans les deux cas, très simplement, qu'est-ce qui se passe dans une stratégie d'adaptation à la montée des risques environnementaux qui est inéluctable, on le voit bien tous les jours, et qu'est-ce qui se passe dans le cadre d'une stratégie d'atténuation, on dit aussi de mitigation des risques sociaux plus ou moins violentes, mais qu'il faut également mener. Alors, ce qui déjà ressortait de l'intervention de William, mais quand on regarde du côté protection sociale à proprement parler, c'est qu'il n'y a pas rien. Il y a une diversité de réponses qui figurent, soit dans les couvertures sociales usuelles, soit dans les fonds qu'on y a adjoints en cas, j'allais dire, de catastrophe pour la solidarité, je vais y revenir, et enfin dans des dispositifs d'assurance privée que j'ai considérés comme en chantier, dans la mesure où ils ont été réformés juste cette année, à savoir les catastrophes naturelles et les pertes de récolte. Mais ces couvertures, elles sont partielles, elles sont fragmentées, elles sont en chantier, et on peut se demander, du coup, comment on doit faire, sur quelle base on doit faire leur adaptation à terme dans cette stratégie d'adaptation. Alors, je passe très rapidement en revue. On a des couvertures sociales dont la crise sanitaire nous a montré qu'elles étaient facilement mobilisables, extrêmement plastiques, à des prix très importants, mais extrêmement plastiques. À l'évidence, la couverture générale des soins de santé, même des indemnités maladie. À l'évidence, le chômage partiel. Quand on a une catastrophe qui se passe, puisque là on est dans la stratégie d'adaptation à des risques qui vont se réaliser, bien évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose sur les capacités de l'appareil sanitaire. Ce n'est pas tout à fait la même chose, et encore moins la même chose dans le domaine de la prise en charge des personnes fragiles et le sujet du care, ce qui a par exemple amené un collègue, Éloi Laurent, à proposer carrément une protection sociale spécifique pour les canicules, et qui portait effectivement sur tout ce qui est les personnes fragiles. Et ce n'est pas non plus la même chose pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, puisque, comme vous le savez, sont exclus de ce risque les travailleurs indépendants, sauf les exploitants agricoles. On a des difficultés à faire reconnaître l'origine professionnelle de certains accidents, et encore plus le caractère professionnel de certaines pathologies, avec des phénomènes qui sont patents de non-déclaration, de non-recours, sont chiffrés périodiquement, et plus fondamentalement, conceptuellement, on va avoir le besoin d'évoluer vers une appréhension combinée, aléas climatiques, exposition professionnelle et phénomènes de pollution plus large. Et là aussi, finalement, la pandémie, sur un autre terrain, nous a mis la puce à l'oreille.
S'y ajoutent des fonds d'indemnisation exceptionnels pour compenser ces défauts qui sont tous deux adossés aux branches accidents du travail. Alors d'abord, je vous rappelle que la fameuse journée de solidarité de 2004, elle a été faite pour réagir à la canicule. Mais sinon, ce qu'on a surtout fait, c'est des fonds identifiés suite à des événements dont on a considéré qu'ils engageaient très fortement la responsabilité de la puissance publique à l'échelle nationale parce qu'on s'était laissé déborder. L'amiante, bien évidemment, avec l'indemnisation des victimes et aussi les pré-retraites. C'est la seule forme de pré-retraite publique qui continue à exister, sauf les carrières longues, bien évidemment. Et depuis 2020, un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides qui est attaché à la mutualité sociale agricole et qui est étendu à la couverture des enfants qui sont exposés avant leur naissance. Donc ça, c'est quelque chose effectivement d'intéressant. Et il y a une taxe des producteurs de pesticides qui contribue à son financement. Donc ça, c'est du côté des assurances publiques, si je puis dire, de la protection sociale publique. Du côté du privé, ce qu'on connaît moins bien dans ce ministère, c'est qu'en fait, c'est pas si privé que ça. Et qu'il y a des mécanismes de solidarité qui s'apparentent très fortement à la protection sociale et aux assurances sociales dans la gestion de cela. Alors d'abord, et ça a été dit ce matin, au premier rang de la réalisation des risques, c'est les assureurs qui font des évaluations et des évaluations de plus en plus intéressantes. L'assurance multirisque habitation, les contrats d'assurance professionnelle, tout cela étant pour partie facultatif. Même l'assurance multirisque habitation est en partie facultative. Et les exercices pilotes de simulation qu'ils font montrent que les assureurs évaluent leurs risques comme relativement modérés, mais que néanmoins, les sécheresses, les inondations et les tempêtes, notamment dans les DOM, leur font supposer certains risques d'inassurabilité sur une partie du territoire. Donc on va se trouver quand même un peu, les pouvoirs publics mis à contribution. Alors, dans ce cas-là, il y a deux régimes qui n'ont pas du tout la même logique. Il y a un régime catastrophe naturelle, réformé en 2021, qui est une couverture de réassurance publique. Donc, il y a une caisse nationale de réassurance. Ça se déclenche sur demande du maire, instruction du préfet, arrêté de catastrophe naturelle. Et après, l'État assure, en cas extrême, une réassurance de dernier recours en cas où la Caisse nationale de réassurance ne peut pas faire face. Du côté perte de récolte, on a tout réformé aussi en mars 2022 avec un seul système à 3 niveaux, les petits risques à la charge des agriculteurs, le moyen risque avec une solidarité par filière et le risque extrême avec une solidarité d'État, mais tout ça est fondé sur des incitations seulement à l'assurance. Et ces incitations à l'assurance, l'objectif des pouvoirs publics, c'est qu'il y ait 30 à 60% des exploitations qui soient couvertes en 2030. On voit bien que ce n'est pas les 100% de l'assurance maladie. Alors, du coup, on peut se demander, pour adapter tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire en matière de protection sociale ? Le Sénat a proposé une branche, risque écologique. Mon sentiment, c'est que ce n'est pas forcément ça la question. On a vu en matière de dépendance ce que c'était que créer une branche en faisant un peu du Lego, mais sans forcément renouveler et l'approche et les moyens qui y sont mis. Et moi, ce qui me semble surtout, c'est la logique de la protection sociale qui doit être recherchée dans l'adaptation de ces couvertures. Qu'est-ce que c'est la logique des protections sociales ? C'est plusieurs choses. La généralisation et des solidarités élargies, des adhésions rendues en grande partie obligatoires et financées par des contributions proportionnelles aux revenus, voire légèrement progressives.
des mécanismes de calcul redistributifs dans la définition des prestations et une articulation, bien évidemment, entre assurance publique et assurance privée qui prend en compte certains phénomènes de logique économique qui justifient, les économistes l'ont montré, l'intervention publique. La myopie des individus économiques et des acteurs, les incertitudes, quand les incertitudes deviennent trop fortes, ça devient inassurable, les phénomènes de sélection des risques qui font qu'aux endroits difficilement assurables, le coût des assurances va devenir prohibitif et qu'on ne peut donc pas laisser faire ça. Et puis, un phénomène majeur, donc on néglige souvent, qui est l'interdépendance entre les risques. Quand on a une interdépendance entre les risques, ça devient pas ou plus difficilement assurable. Et enfin, bien sûr, on va y revenir, les enjeux de redistribution. On peut penser, on en a parlé ce matin, que ce n'est pas juste que seuls certains secteurs, certaines zones géographiques ou certains ménages assument tout ça. Donc voilà sur les stratégies finalement d'adaptation, ce à quoi il faut réfléchir. Et pour moi, c'est vraiment la logique fondamentale et la justification économique de la protection sociale qui doit arriver à être déclinée, qui ne le sont que partiellement dans les dispositifs actuels. Alors après, maintenant, quelle est la réponse de la protection sociale, en deuxième partie, face à la stratégie d'atténuation des risques environnementaux. Et cette réflexion, elle est nécessaire, même si elle n'est pas aussi radicale que ce que dit Philippe. De toute façon, on y est absolument conduit. Et dans ces cas-là, les terrains habituels d'intervention de la protection sociale, il y en a deux. Le premier, c'est la mutation des emplois. Et l'appui à la mutation des emplois, elle a été faite pour ça. Et deuxièmement, c'est les politiques de redistribution, puisque c'est une voie majeure des politiques de lutte contre les inégalités et la pauvreté. Alors, premier point, sur la mutation des emplois, j'avoue que dans le cas français, on peut avoir une certaine perplexité. D'abord, alors c'est assez compliqué, les emplois, quels emplois ? Il y a un observatoire animé par le système statistique public qui essaye de définir, de mesurer ce que c'est que les emplois verts et les emplois verdissants, respectivement 140 000 et 3,8 millions en 2018. Mais surtout, le problème, c'est les projections. Et ça revient sur le sujet macroéconomique, parce que pour ce qui a été les projections actuellement disponibles, elles sont complètement contradictoires. Elles sont contradictoires entre les scénarios macro de l'ADEME, entre ce qu'a fait le Shift Project et entre l'exercice d'ARES France Stratégie, qui a fait un zoom sur ces sujets-là et qui ont tous des hypothèses, des horizons, des méthodes et des agrégations sectorielles différentes. Et donc là, il y a quand même une belle inconnue, y compris au niveau global. Et quant à la mobilisation de la protection sociale, elle pose aussi des questions. Les créations d'emplois résultent de plusieurs mécanismes. Les modifications de l'offre et la demande liées au changement de comportement, l'impact de la réglementation, les aides publiques. Habituellement, par le passé, on a beaucoup employé les exonérations de charges sociales, y compris sectorielles, pour aider le développement de certaines formes d'emploi ou soutenir le développement de certaines formes d'emploi. Bien évidemment, depuis quelques années, on est dans une tendance très différente puisque la prépondérance a été donnée aux exonérations bas et moyens salaires pour une politique globale d'aide d'allègement général, une politique globale de l'emploi, en essayant de tuer petit à petit les exonérations spécifiques. Et donc là, on voit bien qu'on a un outil, ce n'est pas un jugement qualitatif de ma part, mais qu'on a voulu faire disparaître et sans doute relativement à bon escient. La vraie question qu'on peut se poser, c'est que nos exonérations de charges sociales aujourd'hui, elles vont jusqu'à 3,5 SMIC, avec des lourdes questions sur la zone des moyens hauts salaires, sur les effets emploi qu'on obtient, alors qu'on ne sait pas et qu'on n'a pas trouvé, et c'est aussi le cas en matière d'aide à la perte d'autonomie, le moyen de financer ce qui est à la lisière du public,
tiers secteur, des secteurs associatifs ou non marchands. On ne sait ni les financer, ni les rendre attractifs. Donc on peut se demander s'il n'y a pas quand même un certain redéploiement à envisager, aussi bien dans le cas de la dépendance que dans le cas des emplois verts. Deuxième l'accompagnement des travailleurs touchés par les restructurations économiques. Philippe en a parlé aussi. Bien évidemment, alors le charbon et l'acier, on a l'habitude dans la protection sociale. Et puis on a aussi l'habitude des restructurations. L'indemnisation du chômage en 1958, elle a été créée par ça, sur une voie paritaire. Le Fonds national de l'emploi en 1963, il a été créé pour ça. Simplement, on faisait comment? On faisait avec les pré-retraites. Et l'utilisation qui a été massive des pré-retraites a en fait permis toutes nos restructurations économiques au-delà du charbon et de l'acier. Et bien évidemment, c'est quelque chose qu'on a voulu arrêter avec l'idée, l'objectif compréhensible et légitime de prolonger l'activité des travailleurs âgés. Donc nous reposons maintenant uniquement sur des dispositifs qui sont quantitativement beaucoup plus limités, congés de reclassement, contrats de sécurisation professionnelle, voire un peu clandestins, comme les pré-retraites d'entreprise et l'utilisation de la rupture conventionnelle qui fait un bond à 59 ans, mais ceci n'est pas fondamentalement souhaité. Donc la question de se dire mais comment on va faire, tout en ne renonçant pas à l'idée de prolonger l'activité des travailleurs âgés, est une question, à mon avis, très ouverte. Et il ne suffit pas de solutions les solutions techniciennes. Là, on a une belle contradiction, à mon avis, à résoudre. Enfin, dernier volet, c'est que nos politiques de redistribution sont également à revisiter face au risque de formes renouvelées d'inégalité et de pauvreté. Alors, comprenons bien les choses, et c'est pour ça qu'il y a eu l'exposé de Cyril Delpierre ce matin. On part d'une situation où c'est déjà les catégories les moins aisées de la population qui sont les plus exposées et les plus sensibles aux risques environnementaux. Donc on peut se dire, mais finalement, la transition, les inégalités, ils ont tout à y gagner. Ce n'est pas aussi évident que ça, et d'ailleurs on voit bien que les craintes émises à propos de la transition montrent que ce n'est pas aussi évident que ça et que ce n'est pas du domaine du psychologique, parce qu'il y a toute une série de phénomènes plus ou moins bien perçus qui font que la transition peut comporter des inégalités soit accrues, soit en partie nouvelles. On voit bien qu'il y a l'impact économique et social de certains investissements par rapport à d'autres, et surtout, et Didier Blanchet en a parlé, la transition peut accroître le prix relatif de certaines consommations qui pèsent davantage dans le budget des ménages modestes. On le voit immédiatement aujourd'hui avec l'inflation, le logement qui fait 22% des dépenses des ménages du premier quintile, mais aussi l'alimentation. Les taux d'effort énergétique du premier quintile sont près de 4 fois plus élevés que ceux du quintile supérieur, et la modification des prix unitaires peut s'accompagner d'une modification aussi de la gamme des produits offerts, consécutive à l'évolution des normes environnementales. Et ce qui fait qu'on a une part des dépenses individuelles qui se trouvent induites par des effets qualité, mais qui sont ressentis comme contraints par les ménages, alors que l'appréhension des dépenses contraintes, d'habitude, n'est pas celle-là. Et on voit bien que les besoins de remise à niveau aussi liés par les normes environnementales suscitent des inégalités. Les fameux débats sur les ZFE qui vont faire sortir du parc automobile utilisable dans nos grandes agglomérations tout un ensemble de véhicules. Alors, face à cela, je n'y reviens pas, je n'ai pas le temps, et Didier en a parlé, la statistique publique mue, j'allais dire aiguillonnée, il faut le dire, par la société civile, par le Conseil national de lutte contre les exclusions, commence à sérieusement se bouger sur ces questions, et depuis une quinzaine d'années, avec des mesures du pouvoir d'achat par CSP, selon les revenus, on voit que
voilà, donc tout ça bouge beaucoup. Il y a des études. On a une notion de dépenses contraintes. La difficulté, c'est que cette notion de dépenses contraintes, aujourd'hui, c'est plus une notion de dépenses préengagées, hein, les assurances, les abonnements et les choses comme ça, qu'une appréhension des besoins réels nécessaires et qui peuvent se retrouver dans de l'alimentation ou dans des choix qui, eux, sont contraints. Donc là-dessus, le CNLE travaille à des budgets, des références, et on peut s'interroger, et on n'a pas les éléments, sur l'impact du verdissement de ces biens sur tout cela. En tout cas, on voit bien que du côté des prestations sociales, eh bien, les allocations logement, les minima sociaux, les prestations familiales, qui sont près de la moitié du revenu après redistribution des ménages du premier quintile. Hein. Vous voyez leur poids redistributif. En tout cas, on sait qu'ils sont indexés globalement comme les prix à la consommation. Alors déjà, hors tabac. Donc déjà, sur le long terme, on a un décrochage, les retraites aussi d'ailleurs, on a un décrochage de l'évolution des salaires et des revenus médians, puisque c'est uniquement les prix et ce n'est pas les gains potentiels de pouvoir d'achat, et c'est encore moins la prise en compte du poids différentiel de certaines dépenses nécessaires aux contraintes. Le meilleur exemple, c'est bien sûr les aides au logement, dont on voit que le pouvoir solvabilisateur n'a suivi ni la hausse des loyers, ni encore moins la hausse des charges, et encore pas du tout sur le point de les suivre. Jusqu'à présent, en cas de crise, on a fait surtout des coups de pouce ponctuels, minimum vieillesse, âge, prime d'activité, des dispositifs spécifiques, le chèque énergie. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est tout à fait exceptionnelle, où alors là, on emploie tous les éléments possibles de l'action publique à très haut niveau et de façon très efficace. C'est les crises, c'est la crise, c'est les crises, mais ça ne peut pas durer. Et donc la question, c'est de dire qu'est-ce qu'on va faire en sortie de crise sur la façon dont la transition énergétique va contenir un possible accroissement tendanciel des inégalités ou de la pauvreté, et ce au niveau des revenus, ce dont on a l'habitude, au niveau des restes à vivre, ce dont on a moins l'habitude, et des conditions de vie, cela dont on a peut-être encore moins l'habitude. Et donc, on a toute une question sur le renouveau, finalement, des prestations sociales par rapport à cela, en reposant les questions qui nous sont habituelles, mais qui, quelque part, sont renouvelées à propos de la transition énergétique. Alors, quelles sont ces questions ? C'est assez simple. Le choix entre prestations en espèces et prestations en nature. Les économistes plaisent pour les prestations plutôt en espèces. L'alternative entre les prestations forfaitaires à large spectre et les aides sous conditions de ressources. Donc, on est effectivement partagé entre l'efficience du ciblage. Tout le monde critique la ristourne comme trop générale, mais d'un autre côté, les risques du ciblage, qui sont les risques de non-recours, de complexité, voire de stigmatisation. On a le débat entre, dont Philippe a parlé, les aides à spectre général, la vraie vocation redistributive, ou les aides conditionnées à des comportements. Alors jusqu'à présent, c'était le workfare, mais effectivement, on peut penser à des risques à des prestations qui sont conditionnées par des bons comportements en matière écologique, la prime rénov', tout ce genre de choses. Et puis, non moins important, la coordination entre ces dispositifs à vocation générale et l'action des acteurs sectoriels. On a vu le côté de l'agriculture, et bien sûr l'action locale. Et l'action locale, les catastrophes naturelles, ce que doivent faire les mairies, les réglementations, et c'est tout à fait important. Et là aussi, on a quelque chose qui est pas si loin de ce qu'on rencontre en matière d'aide à la perte d'autonomie. On a le problème de conciliation et d'articulation
entre des aides générales à dimension égalitaire, mais aussi prise en compte de situations individualisées et actions territorialisées. Donc je conclus en disant que finalement, sur les rôles et les adaptations de la protection sociale, est-ce que c'est d'une branche de la sécurité sociale qu'il s'agit ? À mon sens, non. Et pas, voilà, il faut, et on en a parlé aussi en matière de santé, il ne faut peut-être pas penser organisation avant de penser fond. C'est de renforcer les maillons faibles, AT-MP, dépendance sanitaire, de la protection sociale. C'est de trouver des réponses complémentaires plutôt dans la logique fondamentale et la justification économique des assurances sociales plutôt que dans le Lego avec les systèmes de branches ou de protection. Et du côté des stratégies d'atténuation, c'est d'essayer de repenser nos politiques de lutte contre les inégalités et de la pauvreté selon les questions qu'on leur pose habituellement, hein, nature, espèce, générale ou ciblée, conditionnée ou non, avec ce nouvel angle. Dans les deux cas, comme je le disais, moi ça m'a frappé en écrivant le papier, le parallélisme avec certaines des questions qu'on se pose en matière de prise en charge de la perte d'autonomie, mais ce n'est pas une notation très positive, parce qu'au bout d'années de réflexion, et Dominique en sait quelque chose dans ce domaine, on a toujours des problèmes pour arriver à définir des politiques concrètes qui soient suffisamment ambitieuses, résolues et crédible, et je souhaite que cette gageure ne reste pas la même concernant les problèmes de transition. Merci beaucoup Mireille. Alors, c'est une vision évidemment, moi je trouve qui aide énormément à la réflexion parce qu'elle essaye de balayer large effectivement sur l'ensemble des enjeux protection sociale. Je vais présenter donc très rapidement ce que nous on a essayé de faire avec les caisses de sécurité sociale dans la recherche qui a été confiée à Alexandre Berthe et qui s'inscrit bien sûr dans toutes ces réflexions et en même temps les complète. Je vais insister sur un point qui me tient à cœur dans cette réflexion. Alors, la réflexion, c'est tout bête, c'est que faire et que faire rapidement. On est dans une urgence et il y a bien sûr l'utilité totale de réflexion stratégique de moyen terme et long terme, mais on est aussi dans l'urgence. On a un certain nombre d'échéances dans le monde de l'action publique, protection sociale. Il y a chaque année une loi de financement de la sécurité sociale. Là, il y a des COG qui vont être renouvelés avec donc des objectifs fixés au service public de la sécurité sociale. Est-ce qu'ils prennent en compte ces dimensions comment exactement? Moi, c'est ça qui m'importe. Il y a des conventions médicales qui vont être renouvelées. C'est un enjeu actuellement d'assurance maladie. Est-ce qu'il faut qu'elles incorporent cet enjeu? Comment ou quoi? Voilà, je pense qu'on est dans ce sujet, dans la nécessité à la fois d'avoir une vision globale, mais aussi, moi je suis très sensible au sujet de l'urgence et du concret, et que fait-on? Et il nous a semblé, pour cette approche, que la première chose, c'est d'avoir une cartographie des interactions et des enjeux entre ces sujets et le sujet de protection sociale. On en a énormément cité depuis ce matin, mais moi ce qui me frappait, et ce qui continue à me frapper, c'est finalement le fait, c'est peut-être quelquefois mes propres limites, mais je ne crois pas uniquement, honnêtement, c'est d'arriver à identifier où sont vraiment les enjeux. Moi, j'avoue que j'étais très sensible au travail du Shift Project présenté par Laurie Marot ce matin, parce que c'est la première fois que je voyais dans un domaine nous concernant une vraie quantification des enjeux, donc celui de la santé, avec une quantification en disant... oui, c'est le médicament qui est par exemple le premier sujet sur lequel il faudrait travailler, parce que ça me semble hyper important d'avoir ces éléments-là, même peut-être imparfaits, même discutables, j'en sais rien, mais ça me semble fondamental. Et ça, on l'a eu sur la santé, mais on ne l'a pas sur l'ensemble du sujet sécurité sociale. Donc, où sont les enjeux, où sont les interactions pour ensuite pouvoir déterminer des actions, des leviers. Alors ça, c'est le travail un peu qu'on a demandé donc, à l'équipe recherche, qui est en cours. Mireille a évidemment cité beaucoup de spectres, d'enjeux, etc. Il y en a un que je voudrais
rajouter, enfin identifier, quand on pense protection sociale, on pense finalement aux finalités vis-à-vis des usagers, hein, qu'a fort bien évoqué Mireille, mais derrière ces finalités, il faut rappeler qu'en fait, on a une construction qui vient financer beaucoup d'acteurs. Parce que la sécurité sociale, c'est pour une part des prestations monétaires directes de la redistribution. L'exemple le plus évident étant les sujets des retraites, où ça va simplement d'un flux qui va, on prend des cotisations, on les reverse à des ménages. Et donc là, on ne finance pas d'acteurs. En revanche, quand on finance à travers des prestations le financement de la solvabilisation de biens et services, qu'ils soient de santé, qu'ils soient d'accueil du jeune enfant, qu'ils soient sur la perte d'autonomie, on finance des secteurs de l'économie. Et on les finance d'autant plus qu'on a, pour faire en sorte que le coût qu'on paye ne soit pas excessif et soit en rapport avec la solvabilisation, on est largement dans une économie administrée, et notamment en santé, avec des prix administrés. On négocie les prix avec les acteurs libéraux de santé à travers des systèmes de convention médicale, on administre le prix du médicament, etc. Donc on a des leviers de financement vis-à-vis des acteurs. Et évidemment, moi je m'interroge, en tant que financeur, la sécurité sociale, représentant 30% du PIB, finançant des secteurs entiers de l'économie, est-ce que ces leviers peuvent être utilisés ou doivent-ils être utilisés pour faire bouger les acteurs par rapport au sujet de la transition écologique? Alors, je ne dis pas que la réponse est simple, hein. Je dis simplement, je pense que la question mérite d'être posée. Donc, de savoir, utilise-t-on ces leviers? Laurie Marot l'a peu évoqué ce matin par rapport aux médicaments. Voilà, on prend cet exemple médicament. Donc, quels sont les outils, quels sont les leviers dont on dispose? Déjà, il faut les identifier. Eh bien, donc, comme je le disais, on fixe le prix. Donc, est-ce que le prix doit tenir compte de l'impact carbone ou plus globalement d'ailleurs du médicament? Il y a le taux de remboursement. Est-ce que le taux de remboursement, c'est un autre levier qu'on a? On travaille aussi sur les marges des distributeurs, et que ce soit les distributeurs en gros ou l'officine. Donc on a plein de leviers potentiels si on veut donner des signaux. Alors le faut-il pas? C'est une question, mais en tout cas je pense que la question mérite d'être posée. Et dans beaucoup de cas, on va trouver des enjeux qui concilient les enjeux sécurité sociale et les enjeux transition environnementale. Alors, je me permets de dire un mot aussi sur ces sujets, de façon plus globale. Hein. Je rappelle, moi je suis très attaché au fait que derrière, il y a une philosophie qui quand même est très proche entre les sujets de transition environnementale et sécurité sociale. C'est des philosophies de solidarité intergénérationnelle d'abord, effectivement. C'est la question fondamentale de est-ce que les ressources que l'on consomme aujourd'hui sont de nature à limiter les ressources disponibles demain pour les générations futures, et est-ce qu'effectivement on transmet un monde vivable ou pas? C'est quand même des questions qui sont communes en fait au sujet sécurité sociale et au sujet environnemental. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important que le monde de la sécurité sociale, effectivement, se prenne en charge aussi, effectivement, et voit toute façon, tous les moyens qu'il a effectivement d'aider cette transition. Donc on l'a sur donc le médicament, mais donc ces sujets de cartographie, on l'a sur beaucoup de sujets. Alors c'est vrai que, à mon sens, c'est beaucoup plus fort chaque fois qu'on finance des biens et services. Évidemment, le transport sanitaire, je n'ai pas besoin de vous dire, la question de est-ce que, effectivement, dans une politique de solvabilisation de transport sanitaire, effectivement, on prend en compte, et c'est-à-dire que, par exemple, on pourrait dire, à partir de ce moment, je diminue les remboursements pour des véhicules qui ne sont pas propres, etc. Voilà, donc c'est évidemment des questions. Mais prenons le sujet un sujet peut-être moins évident spontanément, qui est le sujet des personnes âgées. On va dire, oui, il faut le maintien à domicile, beaucoup plus, d'excellents rapports le disent, du reste. Allons vers cette dimension, le maintien à domicile. Mais maintien à domicile veut dire des gens qui viennent à domicile. Comment ils viennent à domicile au jour d'aujourd'hui? Ils viennent avec leur véhicule, et qui n'est pas financé directement par les financeurs que sont d'une part la CARSAT, d'autre part le département, certes, mais qui sont financés indirectement parce que c'est effectivement la personne qui doit assumer ça, et elle est remboursée d'après la convention collective de 35 centimes du kilomètre. Moi, je me pose la question, comment on fait demain pour avoir une politique de maintien à domicile et toujours avoir des aides à domicile dont on sait qu'aujourd'hui elles gagnent entre 800 et 1000 euros et qu'elles ne roulent pas sur l'or, qu'elles font avec leur propre véhicule, et comment c'est compatible avec le fait d'avoir des véhicules propres. Et qui se pose la question?
Qui se pose la question? Personne. Personne. Et c'est ça qui me frappe le plus sur ces sujets sécurité sociale et effectivement écologie, je vais dans votre sens, c'est que personne ne s'estime responsable finalement de ce sujet. Je n'arrive pas à identifier à un quelconque niveau des gens qui s'estiment en charge de cette question. Et dans notre cartographie, je voudrais aussi qu'on identifie qui, effectivement, qui ça concerne, effectivement, à quel niveau. Parce que finalement, oui, c'est dans le cahier des charges de personne, c'est dans la coche de personne. D'ailleurs, ce qui me frappe, c'est que même dans la planification écologique entre nous, du gouvernement, ce sujet de la protection sociale et l'écologie n'est pas abordé réellement. Donc, c'est des sujets qui ne sont pas pris en charge, en réalité, au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà, ce sujet de la cartographie cherche à se dire où sont les enjeux, où sont les leviers, pour ne pas être simplement dans la sinistrose en se disant on ne peut rien faire et tout ça. Je pense qu'il y a des leviers potentiels et qui se sent responsable et quel levier on va utiliser demain. On a un peu parlé ce matin aussi de tous les sujets de prévention. Moi, je pense que voilà, enfin, pour des raisons de santé publique, tout le monde, le HCAM, le Conseil de santé publique, chaque fois qu'on fait un rapport sur la santé publique, on va dire qu'il faut faire plus de prévention. On l'a évoqué ce matin rapidement, la prévention, c'est aussi favorable à une moindre consommation de produits nuisibles sur le plan énergétique et sur le plan carbone. Et donc oui, si on fait de la prévention, je parle par exemple enfin, c'est mon intuition. Donc, par exemple, dès l'enfance, par exemple, on sait qu'on a le sujet de l'obésité infantile, qui est à la fois un gradient social très fort. Voilà, je prends parce que c'est vraiment au cœur de beaucoup de nos sujets. Donc, inégalité sociale, pauvreté, et on sait qu'on a ce sujet très très lourd. J'aimerais bien une étude, mais je suis à peu près sûr de ce qu'elle va donner. Si on arrivait à diminuer de 10 ou 15% la prévalence de l'obésité infantile et ses conséquences sur le diabète ou tout autre, eh bien, spontanément, mon intuition, c'est qu'on diminue la consommation de médicaments et de pathologies et tout ça. Et donc, ça a un impact positif, quoi. Voilà, c'est vraisemblablement. Donc, je vois, il me semble qu'effectivement, investir sur la prévention, c'est l'exemple type d'une stratégie qui est positive sur la santé des personnes, sur les finances publiques de la France et sur la transition environnementale. Sous réserve de ce que me dit Sanzara Mireille, oui, mais les gens vont vivre plus longtemps à la fin et on va payer plus en retraite. Jacques... Et en maladie, parce que c'est la dernière année de la vie qui coûte, quel que soit le moment de la dernière. Mais ça, j'ai un débat permanent avec Mireille sur le sujet, parce que je reprends un autre exemple. Si, mais non, mais est-ce que j'accepte, mais je pense que ça vaut le coup, évidemment, si on vit plus longtemps en bonne santé, je pense qu'on sera tous à payer, voilà, et qu'il faut l'accepter. Mais il y a aussi l'espérance de vie sans incapacité, sujet sur lequel j'ai travaillé dans mon rapport grand âge, et on n'est pas très bon sur l'espérance de vie sans incapacité. Eh bien, moi, je dis que mon intuition profonde, mais à vérifier, c'est que si on améliore l'espérance de vie sans incapacité, d'abord, là, je crois vraiment que c'est bon pour les finances publiques, effectivement, d'avoir une population âgée avec moins d'incapacité, mais aussi il y a moins d'appareillage, moins de besoin d'aide. Je pense que c'est plutôt favorable, effectivement, spontanément aussi. Bon, mais je suis d'accord qu'il faut, derrière ces sujets d'études, recherche, effectivement, je suis d'accord. Mais je pense qu'il faut y aller parce qu'on n'a pas le temps, effectivement, d'attendre trop sur ces sujets. Donc, voilà, j'insiste sur ce sujet, d'identifier les interactions, de les quantifier, de regarder le sujet d'évolution, certes, des prestations, qu'a fortement évoqué Mireille, mais aussi les questions de financement des acteurs qui sont à la main des différents acteurs de la sécurité sociale. Ça me semble important. Dernier petit mot sur comment y aller, parce que, encore une fois, je suis dans le concret. Enfin, je voudrais juste dire, enfin, pour moi, ça doit déboucher, cette recherche, sur des éléments. Je crois vraiment au sujet formation des acteurs. Ce n'est pas des sujets si simples que ça. Vous le savez tous, le président de la République a décidé de former les cadres dirigeants de l'État sur ces sujets.
je vous dis que la réflexion est en cours. Enfin, moi, avec Franck Van Den Epp, comment former les cadres de la sécurité sociale sur ces sujets. Je vois Mme Grard qui opine. Oui, je pense qu'il faut qu'on y aille. Il y a un sujet formation. J'ai été intéressé, on m'a dit récemment, certaines entreprises, Orange a fait aussi des formations de formateurs pour pouvoir diffuser tout au long de la chaîne. Je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse sur ce point. Quelle formation demain, et très rapidement. Je pense que c'est un objectif COGE, par exemple, qu'il faudrait que soit présent. Ensuite, le sujet des responsabilités, effectivement, et comment on utilise nos différents leviers, ça me semble évident. Qu'on effectivement fasse plus de recherches, et notamment pour quantifier aussi. Et puis, aussi un sujet, mais qui fait allusion à la table ronde suivante qu'animera Thierry Baudet, que je salue. Donc, c'est aussi le rôle, enfin, je pense qu'il y a des interactions. Enfin, moi, vous savez, je crois beaucoup au sujet du fait que la sécurité sociale, elle doit aussi travailler sur la pédagogie vis-à-vis des jeunes, sur ce que ça signifie, quoi. Ces sujets de solidarité intergénérationnelle, vivre ensemble, et ça me semble très important. Eh bien, je crois qu'effectivement, là aussi, il va y avoir des liens à faire entre cette pédagogie de la citoyenneté sociale par la sécurité sociale et sur les sujets environnementaux, et que là, ça sera intéressant de travailler sur ces sujets. Voilà. Mireille, tu voulais réagir ? Oui, je voulais juste réagir sur un point, parce qu'effectivement, tu fais allusion à des discussions qu'on peut avoir. Le premier, oui, effectivement, pour moi, la prévention, c'est comme le bien-être, c'est un coût. Il faut assumer ce coût socialement, sans forcément chercher quelque part à montrer qu'il est automatiquement financé. Mais c'est surtout, c'est un pan. Alors, ce que tu as parlé des organismes financeurs de sécurité sociale, etc., vis-à-vis d'un certain nombre de pans de l'économie, c'est effectivement quelque chose que je n'ai pas du tout abordé dans mon papier, et qui suscite un vrai débat, une vraie question que je traduis en termes d'analyse économique par rapport à ce que tu as dit, qui a un peu été effleuré ce matin, qui est par quel type d'instrument. Parce que ce qu'on voit bien, c'est que derrière, il y a des questions de tarification et des questions de remboursement et des questions d'aide à l'investissement. Moi, là-dessus, je suis assez économiste orthodoxe, rien que là-dessus, et à avoir comme type de réaction ces différents instruments qui ont leur logique, il faut les calibrer par rapport à leurs objectifs. Donc, la tarification, elle a sa logique. La complexifier, mettre des multicritères comme on est en train de le faire avec la T2A, avec voilà, n'est pas forcément la bonne méthode. Par contre, il est évident que les sujets d'aide à l'investissement sont des sujets majeurs. Et si je reprends la discussion de ce matin sur l'hôpital, on voit bien que tout un certain nombre de coûts, à la fois en termes de coûts de consommation intermédiaire et de caractère nuisible de ces consommations, est lié aux implantations territoriales assez anciennes, parfois, d'un ensemble d'établissements de santé. Donc là-dessus, c'est bien la recomposition, l'investissement, etc., qui sont complètement au cœur du sujet. Et quant au sujet de remboursement, je crois que c'est encore une troisième histoire, parce que là, les remboursements, c'est la confrontation entre l'offre et la demande des utilisateurs. Et là, on retrouve les usagers de la protection sociale qui ne sont pas forcément responsables s'ils appellent, par exemple, une infirmière à domicile qui a pu ou qui n'a pas pu acheter une voiture propre. Donc, on voit bien qu'on a trois leviers qui sont des leviers assez différents et sur lesquels la théorie et l'analyse économique vont dire des choses assez différentes, et qu'on ne peut pas et qu'on n'a peut-être pas intérêt à confondre les instruments et à dire on utilise tous les instruments pour tous les objectifs. Et c'est mon côté orthodoxe que partage peut-être pas. Non, moi je suis moins orthodoxe que Mireille, mais ça c'est pas nouveau. Hein. Mais ce que je veux dire, non, mais c'est évidemment un débat tout à fait légitime. Mais je reprends le mode de rémunération des acteurs. Le problème, par exemple, donc on est passé à un système de rémunération à l'acte. Il est depuis longtemps effectivement en ville, et avec la T2A, on a une forme de rémunération à l'acte à l'hôpital.
eh ben, c'est pas neutre sur plein de sujets, mais notamment, y compris sur le sujet environnemental, d'une certaine manière, puisque la tarification à l'acte à l'hôpital, ça a été le signal notamment de dire il faut faire venir les gens à l'hôpital. C'est comme ça qu'on va gagner de l'argent. Donc il faut faire venir les gens aux urgences. C'était le signal. D'une part, ça a eu l'impact de dire effectivement, pendant un premier temps, les urgentistes et les directeurs d'hôpitaux ont joué, enfin, ont totalement actionné le sujet. Ils étaient très contents que les personnes arrivent d'urgence. Effectivement, il y a un forfait urgence et tout ça. Mais donc, effectivement, ça a eu cet impact, effectivement, de dire ah ben effectivement dès qu'on a un problème on va aux urgences et ensuite effectivement on a le second effet c'est l'engorgement, c'est embolisé et on ne sait plus comment on fait et ça coûte très cher. Bon voilà, mais aussi le fait de faire venir plutôt que de développer par exemple des expertises à distance, ce qu'on appelle des hotlines gériatriques par exemple, ou les équipes médicales gériatriques qui fait qu'on déplace les gens avec assez souvent des transports et tout ça. Est-ce que c'est bon voilà. Ou est-ce que effectivement envisager une évolution du mode de rémunération qui favoriserait plus la coopération entre acteurs, ça peut être bien pour désengorger les urgences évidemment, mais ça peut être bien aussi avec des conséquences voilà. Donc voilà, donc je pense vraiment qu'il ne faut pas s'interdire les réflexions sur les évolutions de mode de rémunération. De même que sur les libéraux, effectivement tout était à l'acte et puis à un moment donné on s'est dit quand même oui, mais pour à un moment donné, on introduit, on peut dire on complexifie, mais c'est parce qu'on dit finalement il y a des enjeux qu'on souhaite faire porter par les acteurs, donc on introduit la ROSP, donc à un moment donné, et donc on a des leviers d'incitation à un certain nombre d'évolutions de pratiques. C'est de la tarification. Et je pense qu'effectivement, ça mérite d'être interpellé. Voilà. Et effectivement, il y a aussi l'aide à l'investissement, la façon même dont on aide effectivement au numérique, effectivement les professionnels de santé. Il y a aussi beaucoup d'argent sur ces sujets-là. Enfin, tout ça pourrait être discuté à mes yeux. Alors voilà, on a essayer de présenter nos points de vue donc à la fois complémentaires et en même temps enfin, les discussions sur ces sujets, des enjeux des redéfinitions des politiques de protection sociale par rapport à ces sujets de transition environnementale. Question avant, on a un peu de temps effectivement, avant de voir la vidéo sur donc l'international. Oui, Philippe Sec. Il y a un défaut actuel et qui dure depuis longtemps en France dans le système de protection sociale, qui est beaucoup plus large que la sécurité sociale. Hein. C'est 500 et quelques milliards, et si on compte tout, c'est plus de 700 milliards. Mais face à cette multiplication d'acteurs et ce manque de coordination, je prends les branches de sécurité sociale, je connais que 2 branches où s'amorcent des liaisons de données pour l'action, etc. C'est la branche famille et la branche maladie. Mais je vais vous poser à vous une question suivante. Qu'est-ce que vous pensez de la branche autonomie? Qu'est-ce qu'elle fout véritablement? Qu'est-ce qu'elle fout véritablement, cette branche? Dites-moi, concrètement. Et l'autonomie, c'est pas rien. Comment? L'autonomie, c'est pas rien. Oui, mais je suis pas sûr que... Enfin, en tout cas, je vois pas dans la question directement un lien avec le sujet environnement. En revanche, ce que je peux dire, c'est que la CNSA et la branche autonomie, l'intérêt pour moi, c'est en tout cas de pouvoir créer un dialogue entre les collectivités locales et le monde de la sécurité sociale sur ces sujets. Et ça, en dehors du sujet environnemental, mais ça peut aussi avoir des incidences. Je trouve que demain, pour penser le vieillissement de la population française et penser où, par exemple, la population va vieillir, dans quelles conditions, eh bien, c'est très intéressant et important de pouvoir renouer ces 2 mondes. De ce côté-là, moi, je pense effectivement, en tout cas, que le fait d'avoir une instance qui essaye de réunir
les acteurs du social, des collectivités locales et les acteurs du sanitaire, ça me semble potentiellement intéressant. Ensuite, sur le fait que derrière le fait d'identifier une branche, il y a encore énormément de choses à construire pour lui donner du contenu réel, si c'est ça la question, je pense aussi, oui, bien sûr, que c'est un cadre qui reste maintenant à le remplir. Hein. Daniel, ouais. Alors, deux petites questions. Charles Ronzeau, Caisse des dépôts. Question sur le retour d'expérience que vous pouvez avoir peut-être d'initiatives, par exemple, d'assurance privée sur le changement des comportements. Notamment dans l'assurance auto, des choses comme ça, il y a des assurances privées qui ont essayé de mettre en œuvre des tarifications qui étaient fonction de mesures, soit de vitesse, soit de comportement à risque, etc. etc. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles, dans des mécanismes de protection sociale, on pourrait accélérer la mise en œuvre de comportements par des mesures un peu voilà, incitatives en tant que telles? Premier point. Et deuxième, on a dans l'industrie notamment mis en place le registre carbone, qui permet justement de, on va dire, de transférer des financements et des consommations des registres. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose autour du registre carbone à l'échelle individuelle, c'est-à-dire une capacité de transformation justement simplement comment dire, de passage de l'un à l'autre ou de financiarisation quelque part des droits d'individus qui sont plus consommateurs de droits carbone pour X raisons, y compris niveau de vie, ce qu'on veut, vers des individus qui sont eux qui pourraient se faire financer des aides, mais on va dire par un registre un petit peu de ce type-là, transposé à l'échelle individuelle en fait. Sur le premier point, le sujet là aussi est assez classique en assurance, hein, c'est l'utilisation de modulation pour lutter contre l'aléa moral. Hein. Donc, essayer donc, de faire des bonus-malus qui sont quelque chose de très classique en assurance. C'est transposé dans deux secteurs de la protection sociale. D'abord, les AT-MP, du côté des entreprises, et là, depuis très longtemps, et dans la plupart des pays, c'est comme ça. Et de façon plus exceptionnelle, récente et sans doute moins convaincante, l'assurance chômage, puisqu'on a commencé à définir cela aussi. Quel problème ça pose en matière d'assurance sociale? D'abord, ça pose, on le voit bien en termes de leçons, des problèmes de complexité, parce que le sujet, c'est d'abord d'identifier ce qui est vraiment du domaine du comportement. On voit bien que s'il y a une pratique sectorielle en matière d'emploi ou des éléments exogènes qui jouent sur le comportement, ce n'est pas la vraie influence des comportements qu'on peut arriver à exercer. Ce n'est pas facile, on peut faire des cathédrales. Du coup, il y a beaucoup de contentieux, à la fois en France et à l'étranger, autour de ces expériences. Et puis enfin, fondamentalement, ça veut dire qu'on démutualise. Hein. L'autre mot du bonus-malus ou de l'individualisation des risques, c'est qu'on démutualise quelque chose qui était mutualisé. Et donc, le vrai arbitrage, c'est de dire qu'est-ce qu'on considère comme devant rester du domaine de la mutualisation collective, ou qu'est-ce qui reste, ou qu'est-ce qui est vraiment du comportement individuel des personnes qui doivent être responsabilisées, y compris en payant davantage. Et là, on voit bien qu'on a quand même une sacrée difficulté dans certains domaines, et dans des domaines, enfin ce qu'on a vu avec la fiscalité écologique, quand des émissions sont par exemple contraintes parce que les gens sont obligés d'habiter loin à cause des prix des transports de la métropole où ils vont travailler, et d'utiliser pour y aller tous les jours une voiture qui n'est pas de la plus grande qualité. L'application en fonction de comportements de bonus-malus, on a plutôt envie de faire l'inverse et de dire au contraire, ces gens sont dans la solidarité. Et donc il y a un vrai sujet qui se pose dans plein d'aspects de la protection sociale entre responsabilité individuelle et mutualisation collective pour essayer de trouver la bonne crête pour faire cela. Voilà. Et donc, alors pour les assurances privées, ça ne se discute pas. Hein, c'est leur vision, c'est leur notion. Et évidemment, ils cherchent à se prémunir. L'assureur
cherche à se prémunir contre l'aléa moral. L'assureur social, il doit aussi essayer de se prémunir contre l'aléa moral, mais il a ce côté solidarité et interrogation, j'allais dire, politique fondamentale sur est-ce que c'est vraiment la responsabilité au niveau des individus ou des entreprises, ou est-ce que c'est la responsabilité de la société, de la politique qui est portée en même temps par ces assurances sociales avant de définir l'instrument. Voilà. Je vais passer la parole à Philippe Pochet. Mais si je peux pas mettre une petite remarque sur l'automobile, au risque d'être démenti, mais moi, ce qui m'avait frappé, c'est que ce qui a vraiment été efficace dans la lutte contre la mortalité, c'est pas tellement les applications assurance privée, ça a été les radars. Hein. C'est donc à un moment donné l'intervention de l'État très forte et la réglementation qui a changé le comportement des acteurs beaucoup plus fortement que les systèmes de prix mis en place par les assureurs privés. Oui, merci pour la question, parce que c'est exactement ça que j'essayais de montrer. C'est-à-dire, effectivement, si on va dans quelque chose qui était mutualisé, quelque chose de plus individuel de façon généralisée, on change la nature de la protection sociale. Et ça doit être discuté. Et je dirais qu'il y a une étape plus loin, parce que là c'est des choses qu'on a l'habitude, mais si on réfléchit, on devra payer pour ne pas faire. Si on regarde maintenant le débat aux États-Unis, c'est de dire on doit payer les sociétés d'électricité pour ne pas fournir les gens, parce que les gens doivent consommer moins. C'est ça l'objectif, c'est consommer moins. Donc, comment est-ce que vous rentabilisez une société dans laquelle vous dites le client doit en fait consommer moins et qu'on voulait qu'elle investisse pour qu'il consomme moins? On a une sorte de contradiction là fondamentale, et ça va être la même chose sur certains comportements. C'est-à-dire comment on va vous payer pour ne pas avoir de voiture. Et ça, on n'a pas l'habitude. Le deuxième, ce qui est intéressant, c'est le compte individuel. C'est exactement ça que, si on prend la voie que j'ai essayé de dire, il faut aller plus loin. Je n'ai pas dit que c'était la bonne voie. Mais le compte individuel, vous êtes tous ici, et nous sommes tous ici, parmi les 500 millions de personnes qui consomment beaucoup trop. Donc, je veux dire, les gens considèrent toujours que les 10% qui sont les super riches, c'est eux qui sont le problème avec leur jet. Non, c'est nous. C'est nous si on prend le point de vue global. Et c'est un problème qui est global. Et ici, ce qu'on essaie de résoudre, c'est un problème en disant si on est entre Européens, on s'arrange. Mais non, malheureusement, il y a des Éthiopiens, il y a des Indiens, et il faudra faire avec l'extérieur. Donc si on prend un compte individuel, est-ce que tous les Français doivent faire la même chose? Est-ce que tous les Européens doivent avoir le même niveau? Et ça veut dire que en France, vous devez baisser parce que les Bulgares émettent moins que nous, ou en Belgique, ou est-ce qu'on fait au niveau global? Et donc, ça veut dire que notre compte, on a explosé complètement, et ce n'est pas de prendre les avions. Et ça, c'est une vraie question. Si on veut la résoudre, c'est lié aussi à nos présentations ce matin. C'est très sympa de dire qu'on va décarboniser l'Europe, mais on achète par Alibaba en Chine. Et donc, toutes les choses polluantes viennent de Chine. Donc, si on ne prend pas la vision globale, on peut très bien réduire nos émissions. Mais si en même temps on a gardé les émissions parce qu'on les a externalisées, on n'a rien réduit du tout. Et c'est ça que le point important, c'est qu'on double nos émissions si on regarde en fait en termes de consommation. Parce qu'on consomme des biens qui sont importés et qui sont faits en plus en Chine, souvent encore avec du charbon et des technologies moins avancées, bien qu'on peut commencer à discuter pour la Chine. Donc je veux dire, c'est ça aussi l'autre vue. Vous globalisez et vous dites on est dans une autre situation et le sujet est beaucoup plus difficile. Et vous regardez non pas la production mais la consommation, et on est aussi avec des chiffres qui n'ont rien à voir avec ce qu'on présente. Sur le sujet des prestations en fonction du comportement individuel, je dis, enfin, à la fois, ça peut être une mutation importante, et quand même, j'introduirai un bémol. Ça a déjà existé, ou ça existe d'ores et déjà dans le système. Pendant très longtemps, existait un système où les allocations versées pendant la grossesse étaient subordonnées au fait d'aller à faire des examens de PMI. Donc, vous aviez, si vous faisiez vos examens de PMI. Et d'ailleurs, donc, le Brésil, du temps de Lula 1, donc, a lancé la Bolsa Familia, qui est largement sur des prestations conditionnelles aussi. Plus récemment, on a décidé de rembourser différemment selon qu'on passait par le médecin traitant ou pas le médecin traitant pour introduire un certain comportement des acteurs dans le système.
Donc voilà, ce n'est pas non plus forcément une révolution totale. Martin Hirsch, alors c'est vrai que ça a suscité évidemment des débats, hein. Martin Hirsch, quand il était encore directeur général de la PHP, a évoqué le fait que ceux qui ne se font pas vacciner soient moins bien remboursés le jour où ils ont besoin d'hôpital pour donc lier donc à... Donc, voilà. Évidemment, ça a suscité beaucoup de débats. Mais voilà, ce sujet, il existe, effectivement. Oui. Il existe d'autant plus qu'il y a eu des papiers d'économistes disant et si on ne remboursait pas les cancers liés au tabac, voilà, donc on revient à la responsabilité, parce que là, je veux dire, on est sur de même ordre des choses, avec d'ailleurs aussi des taxes globales, tabac et alcool, comme on envisageait la fiscalité écologique. Et il y a eu des papiers qui ont dit on pourrait envisager de ne pas rembourser les gens qui ont fumé ou qui ont bu beaucoup d'alcool au moment où ils ont un cancer. Alors, évidemment, tout de suite, les économistes sont quand même pas stupides et ils ont bien vu qu'il y avait une certaine liaison avec le milieu de travail, le milieu social, voire la transmission familiale. Donc moi, j'ai rapporté à un moment des papiers extrêmement compliqués d'économistes qui essayaient de faire la part dans des régressions entre ce qui était dans un comportement de fumeur, par exemple, légué par son milieu familial, transmis par son milieu social, sa CSP ou son milieu professionnel, et la part restante qu'on pouvait attribuer à la responsabilité individuelle. Je vous laisse un peu songeur sur l'utilisation de cela dans notre site, dans la solidarité, ce que ça implique en termes de solidarité dans notre système de protection sociale. Continuer dans cette Violaine Leider de la CNAV, pour continuer, parce que je trouve ça intéressant d'essayer de trouver des solutions, et je pense que c'est intéressant cette question du compte individuel. Alors dans la protection sociale, on a un compte individuel, c'est le compte retraite, et on pourrait utiliser ce compte retraite pour suivre l'empreinte carbone, et par exemple, pour une part, indexer le montant de la retraite sur l'empreinte carbone, par exemple. Ça pourrait être une piste. D'autres choses... Moi, je pense qu'il faut je pense qu'il faut pas avoir de tabou. Il faut arrêter de trop passer de temps à analyser et être plus dans l'expérimentation. Et voilà. Moi, l'autre chose aussi qui m'intéresse et qui a été évoquée ce matin, c'est comment est-ce que dans un système qui nous pousse à consommer, un système libéral, on décroît. Et peut-être une piste, ça serait aussi également de démonétariser un peu nos prestations, par exemple faire également sur ce compte une bourse de temps, du temps donné, du care, voilà, qu'on donne quand on est actif, et lorsqu'on a besoin de ce care, que ça soit pas en euros, mais que ça soit en temps. Ça peut être aussi quelque chose à voir. Voilà, mais je pense que la sécurité sociale, effectivement, a un rôle fondamentale à jouer dans la transition écologique, et elle doit s'affirmer et travailler avec d'autres acteurs, et notamment des acteurs d'aménagement de pistes cyclables, pour dire nous, on a un intérêt financier et cofinancer des aménagements du territoire, cofinancer des choses pour les transports doux et être un acteur de premier poids sur les questions de transition écologique. Alors, peut-être on prend d'autres questions. Oui. Bonjour, Michèle Lelièvre, directrice scientifique du comité scientifique du CNLE, Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Donc vous avez effectivement, comme l'a dit Mireille, on travaille sur la question depuis plus d'1 an. On devrait atterrir avec un rapport plutôt fin 2023. Alors vous avez parlé du secteur économique, de la santé comme largement administré. Pour aller vite, faut-il aller vers une administrer le secteur agroalimentaire autour du concept de l'approche de sécurité sociale alimentaire. Vous avez peu parlé, beaucoup de chercheurs travaillent sur cette question. Je précise que le CNLE n'a pas de position encore sur la question. Et compte tenu du lien pouvant exister entre alimentation et santé, compte tenu du fait que le poste alimentation est un poste budgétaire
dans les budgets des ménages aux ressources modestes et non pauvres. Hein. C'est une dépense qui n'est pas encore classifiée, enfin catégorisée dans dépenses contraintes, mais c'est une dépense nécessaire, peu compressible selon la dernière classification de l'INSEE, on va dire. Et troisièmement, compte tenu du nombre très important, on est autour de 8 millions de précaires alimentaires et des fonds alloués à l'aide alimentaire. Donc c'est déjà une partie un peu, on va dire, entre guillemets, nationalisée. Donc je voulais avoir votre position là-dessus. Merci. Une autre question, tu vas répondre à... C'était dans la continuité de ce qui avait été dit, c'est Laurie Marot, c'était dans la continuité de ce qui avait été dit sur la personnalisation des soins, etc. Il y a un facteur qui va être aussi déterminant dans cette tendance à la personnalisation des soins, qui est la numérisation de la santé. Aujourd'hui, les dispositifs numériques, et notamment embarqués, portables, et ils ont comme caractéristique essentielle de tracer les comportements des individus. Donc on a aujourd'hui une tendance à la personnalisation des soins de la santé des individus qui est essentiellement fondée sur la surveillance. Donc c'est une surveillance qui peut être bienvenue, mais qui n'est pas forcément non plus totalement souhaitée. Et cela est accompagné par le fait qu'il n'y a pas de modèle économique encore aujourd'hui bien déterminé pour la e-santé, et que donc ce qui fonctionne assez bien comme modèle économique soutenable pour la e-santé, ça va être de développer de plus en plus de dispositifs de tracking. Et donc, a fortiori, derrière, il va y avoir des assurances probablement qui vont finir par proposer des protections sociales qui vont être totalement ou partiellement déterminées parce que ces technologies embarquées peuvent permettre également. Et là, ça attaque des dimensions fortes de où est-ce qu'on va positionner les enjeux de santé, les enjeux environnementaux par rapport aux enjeux de liberté individuelle. Et je ne sais pas si, du coup, si le point est urticant ou pas, mais peut-être que bien penser la définition du déploiement de cette santé numérique, de l'écosystème d'affaires de la santé numérique, et éventuellement repenser la liberté d'entreprendre dans ce cadre-là un tout petit peu pour diriger ces nouvelles entreprises dans la direction qui nous semble être la meilleure pour tout le monde, pour éviter qu'après on ait peut-être des problèmes éthiques importants qui s'en suivent, pourrait être intéressant, sachant que le numérique lui-même a un impact environnemental important, qu'il n'est pas forcément mis en avant quand on parle de déploiement numérique, etc. Voilà, donc c'était plutôt une remarque complémentaire, mais pour dire que la technologie n'est pas neutre. Elle est structurante, elle a une portée téléologique forte, et donc à partir du moment où on choisit de l'accompagner, on peut peut-être aussi décider de la façon dont on peut l'orienter. Aux États-Unis, il y a déjà des assurances qui sanctionnent les assurés si jamais ils ne suivent pas certains modèles de comportement. Donc ça existe ailleurs dans le monde. Alors, Mireille, toute dernière. Bonjour, Irina Shapira de l'IGAS. Je voulais juste revenir sur l'impact de cette transition sur le marché du travail. Alors, vous aviez évoqué le fait que c'est très difficile de chiffrer l'impact en termes de volume d'emplois détruits et créés, mais quand même, vous aviez également dit, en citant l'exemple des voitures électriques, qu'il y a quand même certains secteurs, typiquement les moteurs thermiques, où c'est quand même très probable qu'il y ait des destructions d'emplois. Et on a beaucoup parlé de prévention. Donc, je voulais aussi vous interroger sur comment est-ce que vous pensiez qu'on pouvait prévenir le passage par la case chômage et également par la case minima sociaux, et donc en faisant en sorte d'accompagner, de prévenir ces destructions d'emplois, en créant des passerelles vers là où on crée des emplois. Et typiquement, on a parlé du vieillissement, il y a des nouveaux besoins sociaux dans les métiers du soin, l'accompagnement. Donc comment est-ce qu'on fait le lien entre ces métiers qui vont certainement disparaître, ou ces emplois qui vont être détruits du fait de la transition environnementale, et puis ces nouveaux besoins sociaux auxquels il va falloir répondre dès à présent. Merci. Alors Mireille, chacun, on va... réagir à ces questions. Je trouve qu'on a, c'est assez intéressant parce que finalement ces différentes questions, y compris les questions de mesure et d'évaluation, convergent entre le sujet responsabilité individuelle ou finalement mutualisation, solidarité, responsabilité collective. Alors, vous parliez de compte individuel.
effectivement, la question se pose en compte individuel, parce que moi, quand on parle de compte individuel, je pense à la pénibilité. Et à la pénibilité, c'est la responsabilité de qui ? Je signale que dans l'état actuel des choses, j'avais regardé ça. Pour le moment, le compte pénibilité en termes de compensation, il y a seuls 2 facteurs qui sont liés aux enjeux environnementaux, le bruit et les températures extrêmes, et y compris dans les dernières propositions. Par exemple, l'exposition aux produits lourds aux produits chimiques n'a pas été réintroduite, parce que difficile à manier, dans les histoires de compte pénibilité. Et on voit bien que le compte, est-ce qu'on met un compte pour la responsabilité de l'individu, ou est-ce que c'est une responsabilité partagée au niveau de l'entreprise ou au niveau de la branche? Donc ça, premier sujet. Deuxième sujet, l'alimentation. Et c'est là où on a une grosse difficulté statistique, puisque l'alimentation n'est pas actuellement dans ce qu'on appelle les dépenses préengagées, à ne pas confondre avec des dépenses contraintes. On se dit tous, bien évidemment, qu'une partie de l'alimentation sont des dépenses contraintes, et que si la qualité de cette de l'alimentation augmente, on peut avoir certaines économies si c'est des circuits courts, etc., mais on peut aussi avoir un renchérissement du prix de la qualité de l'alimentation qui va se trouver effectivement imposé. Le sujet de la mesure, c'est où passe, mais chacun choisit ce qu'il mange. Donc où passe effectivement la solidarité collective et la responsabilité individuelle. Et puis, sur le dernier point qui était abordé de matière de prévention en matière d'emploi, je crois que ce qu'on a dit ce matin, enfin, là aussi, on a une contradiction à gérer. C'est-à-dire que la prévention et la reconversion progressive, la formation, on peut le faire si les changements sont faits sur une période assez longue, voire avec un changement de génération, c'est-à-dire former les jeunes travailleurs d'aujourd'hui. Si on est conduit à faire, parce que c'est l'urgence, des changements très rapides, en fermant effectivement rapidement des entreprises à grande échelle ou des types de technologies à grande échelle, c'est vrai que là, on a un problème énorme en matière de prévention. Et je me rappelle très bien de Jacques Chirac, à l'époque, ça ne remonte pas à maintenant, qui s'occupait des restructurations dans l'Est, dans le département de la Moselle, avec le fait que toutes les nouvelles activités économiques qui avaient été mises en place étaient exercées par les femmes ou les enfants des sidérurgistes, et pas par les sidérurgistes. Et c'est lui qui avait, je crois, prononcé cette phrase. C'est assez difficile de faire d'un sidérurgiste une assistante maternelle, mais qui résume, qui est assez direct, mais qui résume quand même certains des défis auxquels on est confronté. Oui, sur ce sujet, enfin moi, deux petites remarques. Dans la pandémie, les pouvoirs publics ont à nouveau essayé de mettre en place des systèmes de reconversion, donc des secteurs victimes de la pandémie vers des secteurs, notamment Myriam El Khomri a travaillé sur ces sujets. Ça a donné des résultats de niche, hein, vraiment à ce stade, sans passer par la case chômage. C'était vraiment des montages très complexes et c'est vraiment à ce stade des résultats de niche. Alors, je vais livrer une réflexion toute personnelle, mais moi, j'avoue que je suis très interrogatif sur les modalités actuelles du compte de formation professionnelle, c'est-à-dire toutes les stratégies qui ont dit à ces individus de choisir ce qu'il veut en termes de formation professionnelle. Je suis désolé, mais il y a quand même effectivement des enjeux d'orienter vers des secteurs dans lesquels on va avoir des besoins. Moi, je vois, pour avoir travaillé sur le grand âge et tout ça, et je trouve qu'il y a une forme de contradiction à dire c'est un individu qui choisit librement de la façon dont effectivement, vers où il va. Et il y a un peu l'illusion qu'effectivement la société peut offrir à chacun le fait qu'il peut exercer dans l'endroit où il a envie. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et je crois que ce message, je le trouve un peu délétère. Moi, je l'ai vu sur des exemples très concrets sur certains de mes collaborateurs. Donc de collaborateurs qui ont fait des formations dans des domaines
qui leur plaisait, et puis ils sont revenus à la case départ parce qu'ils ne trouvaient pas de débouché, quoi. Enfin voilà. Donc il y a un sujet qu'il faut prendre en charge, qui est effectivement l'orientation vers les secteurs et il faut l'assumer. Je trouve que, à mon sens, effectivement, c'est pas vraiment assumé actuellement. Je sais qu'il y a des réflexions en cours parce que voilà, on s'aperçoit des effets. Bon, mais voilà. Mais comment on fait sur ce sujet? Ça, c'était sur cette question-là, sur les sécurité sociale alimentaire, puisque la question a été posée. Enfin, on a une présentation à l'école à Saint-Étienne. Je suis un peu perplexe parce que, enfin, on a vu la présentation en disant est-ce que vous avez réussi sur la sécurité sociale, vous avez des pressions de santé, on voudrait le faire sur l'alimentaire. Alors d'abord, sur les pressions de santé, dire c'est réussi. Bon, quand on est dans le détail et quand on voit enfin, des écarts de rémunération entre spécialistes, bon, par exemple, et entre spécialistes et hôpital, enfin, moi, je dirais, tout ça est bien compliqué. Il faut être modeste sur notre réussite, effectivement, sur le fait que le secteur, on sait tous aujourd'hui qu'on est confronté à des questions de mauvaise allocation des ressources et dans le système et d'accessibilité des soins de ce fait-là. Bon, enfin bref. Donc, il faut être modeste sur notre capacité à avoir un impact. Et pourquoi, quand même, on a pu faire ça? Parce que 80% du système est financé par la système maladie et 93% avec les complémentaires. Donc, bien sûr, il y a un poids énorme. C'est pas du tout le cas sur l'alimentaire, évidemment. Donc, j'avoue que pour l'instant, je vois pas très bien comment on pourrait faire. Voilà. Mais bon, c'est un titre personnel. Je reviens aussi sur le sujet évoqué du pouvoir d'achat et donc des dépenses contraintes. Dans les réflexions possibles sur la sécurité sociale, enfin moi je ne trouve pas aberrante, c'est de modifier les systèmes d'indexation. Et notamment de dire, par exemple, pour des prestations qui concernent des personnes donc qui vivent sous dépenses contraintes, des minima sociaux ou des pensions de retraite faibles, etc., de dire l'indice des prix de leurs dépenses contraintes. Voilà. Enfin, c'est des choses relativement simples, enfin, dans le concept. Effectivement, les outils maintenant existent. Et qui répondent en partie au sujet de prise en compte des contraintes liées à l'environnement sans que ça soit aberrant du tout par rapport à notre philosophie protection sociale. Enfin voilà, ça fait partie aussi des outils qu'il faudra peut-être mobiliser demain. Oui, très rapidement, 3 points. Individuel, collectif. Juste, je vous offre cet exemple, comment on peut voir la réalité de 3 façons différentes. Est-ce que c'est la personne qui achète des produits dans un supermarché qui est responsable qu'elle n'achète pas les bons produits? Est-ce que c'est le supermarché qui est responsable parce qu'elle met ses produits et fait une marge de façon attrayante, ou est-ce que c'est le producteur? Selon vous faites une analyse d'un des 3, vous avez des politiques totalement différentes et une analyse complètement différente. Maintenant, on se centre sur les comportements individuels, tandis que je pense que ce serait plus intéressant de regarder ce que fait le producteur. Sur les questions de restructuration, est-ce que l'objectif est de voir comment on peut faire des restructurations à société constante, ou est-ce qu'il y a une réflexion en disant on doit réduire le temps de travail? On sait très bien que si on travaille 32 heures ou 4 jours, on va émettre moins de CO2. On sait très bien aussi que les services publics ou les services généraux émettent moins de CO2 que les services privés. Donc la question, c'est quelle approche on prend. Alors, premier, on va avoir des mesures. Le deuxième, bien plus compliqué, on va vers un autre type de société qui est fait. Le troisième exemple qui est quand même assez important parce qu'il y a des nouveaux papiers là-dessus, les personnes qui sont dans le premier quintile, dans les plus pauvres, changeront de comportement s'ils ont une certaine sécurité. Et à quoi sert la protection sociale? C'est aussi donner aux gens une certaine sécurité. Donc on voit dans des enquêtes d'opinion que s'ils sont couverts, ou dans les pays où ils sont mieux couverts par la protection sociale, il n'y a pas de tension, beaucoup moins de tension entre l'argent et le changement lié à l'environnement. Donc ça, c'est aussi quelque chose peut-être à réfléchir. C'est comment on fait changer une société, c'est en donnant finalement à ceux qui sont en bas la capacité d'avoir une certaine certitude qui permet
à ce moment-là de changer les comportements. Ce qui est très très différent de leur imposer des changements de comportement en leur disant vous êtes responsable. Et je pense que la séquence est différente. Il y a des papiers très intéressants qui viennent de sortir sur ce point-là. Merci. Vu l'heure, on va clôturer cette séquence. Donc, je remercie beaucoup Mireille et Philippe Pochet. Vu l'horaire, on va passer directement à la table ronde suivante, qui va être animée par Thierry Baudet, président du CESE, et aussi, tout le monde le sait, parrain de l'actuelle promotion IHEPS.